Dans l'exercice 7, on s'intéresse à la conductivité sigma d'une solution de chlorure de potassium. Alors la conductivité est due uniquement à des ions, il faut donc répertorier les ions qui sont présents dans la solution, et chaque type d'ion n'a pas forcément la même façon de conduire le courant électrique. Donc pour chaque ion, on a ce qu'on appelle une conductivité molaire ionique différente. Pour cette solution, on exprimera donc la conductivité par la somme de lambda K+ fois K+, concentration effective en ion K+, plus précisément, plus la contribution des ions chlorure, lambda Cl- fois la concentration effective des ions chlorure. Alors d'après l'énoncé, on nous indique que les deux concentrations effectives des ions sont égales et correspondent aussi à la concentration en soluté. On peut donc factoriser. À partir de là, eh bien, on va pouvoir exprimer la concentration en fonction de la conductivité sigma et des conductivités molaires ioniques. Alors la valeur de la conductivité qui est mesurée est en Siemens par mètre. Les conductivités molaires ioniques sont données en Siemens mètre carré mol moins 1. Dans ce cas, lorsqu'on mesure une conductivité, eh bien forcément après, la concentration va s'exprimer en mol par mètre cube. Voilà. Donc quand on fait l'application numérique, on trouve 6,94 mol par mètre cube. Ça, c'est pour la concentration en soluté, mais ça sera aussi égal à la concentration en ion K+, ou encore égal à la concentration en ion chlorure. Parce que 1 mol de KCl, forcément, libérera 1 mol de K+, et 1 mol de Cl-. Donc les trois concentrations sont identiques. Alors si on exprime le résultat en mol par litre, eh bien on sait que 1 mètre cube c'est 1000 litres. Donc si on veut le résultat en mol par litre, pour 1 litre, on aura un volume 1000 fois plus petit. Il faut donc diviser le résultat qu'on a trouvé par 10 puissance 3. On trouve à ce moment-là une concentration en quantité de matière de 6,94 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc attention avec les mesures de conductivité, à chaque fois dans ce cas, et c'est dans ce seul cas, la concentration s'exprime en mol par mètre cube au départ. Il faut donc ensuite la convertir en mol par litre. Pour l'exercice 13, il faut identifier une espèce à partir d'un spectre. On nous donne le spectre d'absorption, il faut justifier le nom de spectre UV visible. Eh bien tout simplement, le spectre d'absorption est obtenu en balayant en fait la longueur d'onde entre 200 et 700 nanomètres. On sait que entre 400 et 800 nanomètres, on est dans le domaine du visible. Pour une longueur d'onde plus petite, on est dans le domaine des UV. Donc, on est bien dans le cas d'un spectre UV visible. Alors, cette solution est-elle colorée? On va simplement regarder ce qui est absorbé. Donc, on a effectivement des longueurs d'onde qui sont absorbées. Donc, des longueurs d'onde qui sont absorbées autour de 300 nanomètres. Donc là, on est dans le domaine des UV, donc ça n'aura aucune répercussion sur la couleur de la solution. Par contre, on a un pic d'absorbance autour de 650-660 nanomètres. Donc là, forcément, on a un pic d'absorbance dans le domaine du visible. La solution sera colorée. Alors, pour identifier le colorant, on se base bien donc sur la longueur d'onde correspondant à l'absorbance maximale, mais attention, ça c'est bien la couleur qui correspond à ce qui est absorbé par la solution. Il faut donc prendre ensuite la couleur complémentaire de cette couleur absorbée pour identifier la couleur de la solution. Donc dans notre cas, l'absorbance maximale est autour de 660 nanomètres. Donc on est entre le jaune et le rouge. La couleur complémentaire, donc on peut considérer qu'on est pratiquement à l'orange. La couleur complémentaire est du bleu. Le colorant est le bleu de méthylène par rapport aux informations données. Exercice 14 avec le contrôle qualité d'un produit. Donc on a un énoncé compact ou un énoncé détaillé. Alors, dans l'énoncé compact, on nous demande si la concentration en masse, qui est notée ici T0, en chlorure de sodium, satisfait ou non aux critères de qualité.
Alors, par rapport aux informations fournies, eh bien, on a effectué vraisemblablement un dosage par étalonnage. On peut, donc qui correspond à la droite d'étalonnage conductivité en fonction de la concentration C, ce qui définit la loi de Cole-Rauch. On peut à ce moment-là déterminer graphiquement la concentration CS de la solution diluée. Donc on se base sur la valeur de la conductivité mesurée et ensuite on repère l'axe des abscisses correspondants. Graphiquement, on trouve une valeur de 14 millimoles par litre pour la concentration en soluté ou encore 1,4 10 puissance moins 2 moles par litre. Ça, c'est la solution pour laquelle on a effectué des mesures, mais cette solution a été diluée. Et donc, la concentration de la solution mère, comme on a dilué 10 fois, sera 10 fois plus importante. Ici, elle est égale à 1,4 10 puissance moins 1 mol par litre. On a la concentration en quantité de matière. On peut calculer la concentration en masse, donc qui est notée dans l'énoncé T0, qu'on peut noter en général même plutôt Cm, mais on va utiliser la notation de l'énoncé. Pour calculer la concentration en masse, il suffit de multiplier la concentration molaire par la masse molaire. Quand on fait le calcul, on trouve 8,2 grammes par litre. Donc cette valeur correspond à la valeur trouvée expérimentalement. Maintenant, on va comparer par rapport aux indications de la notice. Donc d'après la notice, on a 0,85 g pour 100 ml de solution. Donc on va pouvoir calculer la concentration en masse correspondante. On divise la masse par le volume et on trouve 8,5 g par litre. Voilà. Donc on peut calculer l'écart relatif correspondant. Donc là, par définition, l'écart relatif à la valeur théorique, c'est valeur expérimentale moins valeur de référence sur la valeur de référence, la valeur de référence étant celle indiquée sur la notice. On multiplie par 100 pour être en pourcentage et on trouve une valeur proche de 4%. Donc d'après les données critère de qualité, le critère de qualité est respecté si l'écart relatif est inférieur à 5%. C'est bien le cas ici. Donc on est tout à fait satisfaisant au niveau du critère de qualité. Dans l'exercice 17, on étudie le dosage de la vanilline. Donc on a des solutions étalons pour lesquelles on a mesuré l'absorbance. Donc solution étalon indique que forcément les concentrations sont connues pour pouvoir tracer la courbe d'étalonnage. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps. On trace la courbe d'étalonnage, donc ici, absorbance en fonction de la concentration. D'ailleurs, on peut vérifier qu'on obtient une droite d'étalonnage qui correspond au fait que l'absorbance est proportionnelle à la concentration en quantité de matière. C'est ce qui permet de vérifier la loi de Beer-Lambert. Donc expérimentalement, on a mesuré une absorbance de 0,241, c'est une grandeur sans unité. Graphiquement, on trouve une concentration en quantité de matière de 9,0 micromoles par litre. Éventuellement, on aurait pu préciser une équation avec A égale K fois C et calculer le coefficient directeur de la droite. Mais ce n'est pas une obligation. À partir de cette concentration en quantité de matière, eh bien, on va pouvoir déterminer la masse de vanilline en calculant éventuellement dans un premier temps la quantité de matière ou en l'exprimant. Et la masse de vanilline peut être calculée par N fois grand M. Donc N, là on donne directement l'expression, est égal à C fois V. Quand on fait l'application numérique, alors faites bien attention de transformer les micromoles par litre avec la puissance de 10. Donc micro, c'est 10 puissance moins 6. On a le volume de 500 ml qu'on a converti en litres, en gardant le même nombre de chiffres significatifs, d'où les 0,5 000, et on multiplie par la masse molaire pour avoir la masse de vanilline. Donc on trouve une valeur très petite qu'on peut exprimer en milligrammes, et à ce moment-là,
on a 0,7 mg de vanilline et on a effectué les mesures à partir de 1 g de sachet de sucre vanillé. Donc la dernière question, sachant qu'un gramme de gousse de vanille peut contenir de 5 à 25 mg de vanilline, il faut vérifier si la mention sur l'étiquette est acceptable. Alors 1 g de sucre vanillé, on vient de trouver qui contenait donc 0,7 mg de vanilline, on l'a trouvé expérimentalement. Alors si le sucre vanillé, comme c'est indiqué sur l'étiquette, contient 4% en masse de gousse de vanille, ça veut dire que pour 1 g de sucre vanillé, on aura 0,04 g de gousse de vanille. Et d'après ce qui est indiqué, on a au maximum 25 mg de vanilline pour 1 g de gousse de vanille. Donc, si 1 g contient au maximum 25 mg de vanilline, eh bien 1 g de sucre vanillé pourra contenir au maximum une masse M de vanilline qui sera égale à 0,04, donc qui correspond à la masse de gousse de vanille. Et comme la gousse de vanille contient au maximum 25 mg de vanilline, on multiplie aussi par 25. Ça veut dire que 1 g de sucre vanilline peut contenir au maximum 1 mg. Nous, on a trouvé 0,7 mg, donc le résultat est tout à fait cohérent. La mention sur l'étiquette est donc acceptable.